Bonsoir à tous. Du coup, j'ai l'honneur de commencer ce séminaire de TEDx ce soir, et c'est par moi qu'on va commencer. J'aimerais, pour ça, vous inviter à suivre mon quotidien de médecin réanimateur. Et tant qu'à faire, pour mettre un peu de challenge, on va faire ça pendant la première vague Covid. Alors, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié le thème de la soirée. On va raccrocher après les wagons. Avant de vous faire vivre cette aventure avec moi, je voulais juste poser quelques éléments de décor. Parce que je ne sais pas si vous connaissez tous les services de réanimation, je ne vous le souhaite pas. C'est des services quand même qui sont très particuliers et j'ai juste quelques clés à vous donner avant de pouvoir vous raconter un petit peu la suite. Un service de réanimation, c'est un service dans lequel on a effectivement les patients les plus graves, pour lesquels il y a des urgences vitales et des défaillances qui nécessitent une prise en charge très particulière. Évidemment, ça fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et la façon de se rencontrer, en tout cas de venir dans mon service, il y a 3 moyens. Soit vous faites quelque chose de grave au domicile, je ne vous le souhaite pas. En tout cas, le SAMU vous prendra en charge ou les pompiers et jugeront de la gravité de votre pathologie et vous enverra dans le service. L'autre moyen, c'est de vous présenter aux urgences. Là, pareil, le collègue urgentiste va évaluer qu'effectivement, votre gravité nécessite la réanimation. Et le dernier moyen, auquel on pense moins et qui pourtant est un gros pourvoyeur pour nous de clients, c'est les patients qui sont hospitalisés, les hospitalisations classiques. Vous êtes rentré pour une petite chirurgie qui devait être banale et malheureusement elle va se compliquer et vous allez donc finir dans le service de réanimation. Alors sur ces choses réjouissantes, comment on s'organise pour pouvoir assurer la prise en charge du patient? On a évidemment l'équipe médicale avec l'externe, l'interne, le senior, le médecin senior. Et puis toute l'équipe paramédicale qui est composée des aides-soignants, des infirmières, mais aussi des kinés, très important, et des psychologues. Alors, au moment de la première vague Covid, moi je travaillais dans un gros hôpital en périphérie de Paris, qui était organisé en 3 unités de réanimation. Je pense que c'est même des ingénieurs qui ont dû trouver les noms de ces unités, puisqu'on avait l'unité A, B et C, qui correspondait à 22 lits de réanimation, ce qui correspond quand même à un gros service. Au sein de ces 22 lits, il y en avait quelques-uns qui étaient, on va dire, de niveau un peu en dessous en termes d'intensité des soins, c'est ce qu'on appelle des soins continus. Mais je vous épargnerai les détails là-dessus. Pour faire tourner ce service, qui était quand même assez copieux, il y avait par unité un médecin, avec des internes, donc un par unité, donc il y avait 6 à 8 patients par unité. Un médecin de garde la nuit avec un interne de garde et particularité, il y avait un médecin qui était dédié, ce qu'on appelle à la régulation, et donc il y avait le téléphone d'urgence, c'est-à-dire qu'il était appelé pour donner des avis, notamment quand des collègues avaient des patients qui s'aggravaient un petit peu dans les services classiques, et pour donner des avis aux urgences, quand l'urgentiste était inquiet par le patient. Si jamais il y avait un arrêt cardiaque dans l'hôpital, c'est nous qu'on appelait, on courait avec le petit sac à dos. Et puis surtout pour la régulation du flux, c'est-à-dire pour les entrées dans le service. Il y a effectivement vérifier que l'indication, que le patient nécessite bien de la réanimation, ce qui n'est pas toujours le cas, et puis voir si on a la place. Je vous décris un peu ça parce que vous allez voir qu'effectivement sur la première vague Covid, le rôle du régulateur était vraiment très important. Alors, donc je vous emmène avec moi, il y a presque 3 ans, jour pour jour, souvenez-vous. Nous avions effectivement le début de la première vague Covid avec l'annonce du confinement. Le hasard du calendrier a fait que j'avais posé quelques jours de congé, mi-mars. Mon chef ne me les avait pas annulés et j'étais partie du service où on avait pour le moment 0 patient Covid, périphérie de l'Île-de-France. On avait les échos des collègues de l'Est qui étaient effectivement en guerre, soyons honnêtes, on les avait eus, c'était vraiment catastrophique. Ils nous racontaient combien ils étaient débordés et que les services étaient saturés. On savait que ça allait arriver. Ça arrivait sur l'Île-de-France, mais c'était les hôpitaux de premier recours, les gros hôpitaux parisiens qui prenaient d'abord les premiers patients. Et nous, effectivement, en périphérie, on était en 2e zone, on va dire, et donc on n'avait pas encore de patients. Donc je pars quelques jours en vacances. Mon chef me dit « Vas-y, profites-en tant qu'on peut. On va en avoir besoin après ». Je vous explique pour vous faire sentir un petit peu la temporalité, vous allez voir, de ce qu'on s'est pris. Ce n'était pas une vague, mais c'est un mur qu'on s'est pris. Donc je pars 0 patient, le mardi 17 mars 2020. Grosse réunion de service, c'était encore mon jour de vacances, mais effectivement ça avait du sens d'assister à cette réunion. Et donc là, les hostilités commencent. J'apprends qu'on a 6 patients Covid dans le service, donc c'est-à-dire que toute une unité, donc l'unité B, est dédiée au Covid. Alors ça, c'est quelque chose, je vous le dis, ça prend 3 secondes à dire, mais ce que ça représente en termes de logistique derrière, j'ai pris une photo d'un collègue,
Ça veut dire qu'on dédie une unité, qu'on crée un sas, on bâche l'entrée du service, on ferme les sorties du service, on met effectivement un équipement qui est particulier, parce que souvenez-vous, on ne savait pas trop au départ le Covid, comment ça se transmettait, s'il y avait du contact et autres. Et donc on était habillés des pieds à la tête, et ce n'est pas juste une expression. On avait les surchaussures, le pyjama, la blouse, la surblouse, on avait le masque FFP2, on avait la visière et la charlotte. Sans parler des gants, on avait même réussi à avoir des gants un peu vétérinaires pour monter, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'écart entre la surblouse et les gants. Et donc, bon, c'est marrant à regarder, mais il faut voir qu'en réalité, on mettait 5 à 10 minutes pour s'équiper, on rentrait dans la chambre du patient, on avait ce qu'on avait à faire, on ressortait, on devait se déséquiper. Et ensuite, effectivement, on circulait dans le service avec les masques FFP2. On évitait de voir les autres collègues pour éviter les transmissions. Donc, c'est pas la punition, mais effectivement, on était cantonné au service Covid. Et c'était donc effectivement assez lourd en termes de logistique au départ. La deuxième information que nos chefs nous donnent, c'est qu'effectivement, les visites sont désormais interdites. Dans le secteur Covid, on avait droit à une visite pour le secteur non-Covid, mais vous savez la suite de l'histoire, il n'y a pas eu longtemps des secteurs non-Covid. Ce qui était important, c'est que les visites étaient interdites, sauf, ça c'est la photo qu'on avait dans l'ascenseur, sauf cas exceptionnel de fin de vie. Et donc la petite ligne là, elle prend tout son sens, parce qu'effectivement, ça a été d'une violence pour les familles assez difficile à encaisser, et même pour les soignants, c'était pas facile pour nous non plus, puisqu'on avait des patients qui entraient dans le service, surtout sur la première vague avec le variant Omicron, des patients qui avaient l'air d'être plutôt bien, qui avaient du mal à respirer, mais qui en tout cas pouvaient encore parler avec leur famille. Ils arrivaient dans le service, ils se dégradaient très rapidement, ce qui était la caractéristique des cas Covid de la première vague, et on tenait au courant la famille bien sûr par téléphone, hein, mais ils ne venaient pas voir leurs proches que lorsque nous on estimait qu'on commençait à être dépassé et que le patient allait probablement mourir. Donc imaginez le choc, il le voit à l'entrée qui parle, et il revient le voir dans le service, intubé, ventilé, avec probablement des kilos en moins ou en plus. Et donc c'était effectivement très dur à vivre et pour les familles et pour les patients. La troisième information que nous donne notre chef, c'est qu'il est inquiet, alors qu'on est vraiment juste mi-mars, hein. Il est inquiet sur le stock de masques. Il pense qu'on n'a que 48 heures de masques, et donc ça met une ambiance dans le service particulière parce qu'on se met à vérifier qu'on ne surutilise pas les masques chirurgicaux. Et puis, quelques semaines après, on sera même obligé de mettre un coffre-fort parce qu'il y a des masques qui vont disparaître. Vous avez tous entendu parler, effectivement, des vols de masques. Voilà l'ambiance dans laquelle était. Et the last but not the least, il y a la cafétéria qui a fermé. Et donc, du coup, j'avais plus mon muffin et Nutella pour les gardes, ce qui était quand même, somme toute, grave ici. Ensuite, ce qui s'est enchaîné sur les jours suivants, je suis rentrée de vacances, ça c'était la réunion pré-retour. Je suis rentrée de vacances le mercredi 18 mars. J'étais de régulation, cette fameuse régulation, et puis même de garde la nuit. C'était un bon retour. Et donc, je viens, effectivement, une unité complète qui est Covid. On a déjà 2 patients dans l'unité A qui sont Covid, donc mélangés avec les patients non Covid. Et c'est créé dans l'hôpital un secteur dédié Covid, donc des patients moins graves, hein, des secteurs de médecine, on va dire, qui comprend 22 lits, donc 22 patients. Vous vous doutez bien que dans les 22 patients, il y en a un certain nombre qui va s'aggraver et qui va atterrir dans le service. Et ça ne loupe pas. En une demi-journée, on a 1, puis 2, puis 3 entrées. Ce qui fait qu'effectivement, on est obligé directement de passer l'unité A en unité Covid. Donc, rebelote, je ne vous le refais pas, mais re-logistique. On doit bouger les patients non Covid, donc intubés, ventilés. Il y en avait même certains avec une circulation extracorporelle. Donc, ce n'est pas le mec qu'on peut bouger du fauteuil en 2 secondes. Le transfert est délicat et peut être dangereux et puis prend énormément de ressources. Donc, on bouge nos petits patients. Nous, notre idée de Tetris, ça va être le jeu sur les prochains jours. On bouge effectivement nos petits patients non Covid qu'on remet dans l'unité C non Covid et on remplit l'unité A de patients Covid. Ça, c'était sur la journée. Évidemment, sur la garde de nuit, on reprend 3 entrées. Donc, on bloque complètement l'unité A. Et puis, la garde est un peu apocalyptique, hein. Vous avez vu la logistique que ça demande, ne serait-ce que pour rentrer dans une chambre de patient, régler un respirateur. Donc, on ne dort pas de la nuit. Et le lendemain matin, heureusement, est décidé de doubler les lignes de garde. Donc, ce qui veut dire 2 médecins et 2 internes pour pouvoir gérer cet afflux de patients. Là-dessus, notre chef est en permanence dans des réunions de crise. On ne le voit pas beaucoup, mais il est quand même décidé qu'on va avoir le renfort des anesthésistes qui vont nous aider effectivement sur les gardes notamment. Et dans les suites des semaines, on aura une solidarité au sein des soignants
qui sera vraiment importante. On aura les chirurgiens qui viendront nous aider, les médecins de salle qui viendront effectivement nous aider aussi. On aura des renforts infirmiers du Sud. Et ça, c'est vraiment une solidarité qui nous a permis de tenir face à la première vague. Du coup, ça, c'était le lendemain de ma garde. Je reprends le vendredi. Je suis toujours de régulation. Là, on a donc 2 unités qui sont parties secteur Covid. On a la 3e qui n'est pas encore Covid, mais on sent bien que ça va passer assez vite. Et il est décidé, c'est une décision assez forte que je comprends mieux après coup, de ne plus accepter de patients des urgences et de ne plus accepter des patients de l'extérieur. Alors, sur le coup, moi j'ai pensé aux collègues urgentistes qui devaient galérer pour placer le patient. C'est-à-dire que vous arriviez aux urgences, vous étiez Covid, pas trop grave, et où il fallait être transféré sur les autres hôpitaux. L'idée, qui était effectivement intelligente, c'était d'éviter la saturation de l'hôpital. On était tout au début, on était encore juste mi-mars, du début de la première vague. Et il existait des réanimations, certes plus loin, dans lesquelles il y avait encore quelques places. Et donc l'idée, c'était de ne pas mettre en mode dégradé directement le service, mais effectivement de transférer ce qu'on pouvait transférer. Évidemment, ce qui devait arriver est arrivé. Il y a des patients qui étaient non transférables et bien trop graves. Et donc, je suis appelée aux urgences pour une patiente notamment qui n'aurait pas supporté un transfert. Et lorsque je descends, on a cette patiente à prendre. Il y a un SAMU qui arrive avec un autre patient grave qui n'aurait jamais dû être orienté sur l'hôpital. Et donc, effectivement, on choisit de prendre la patiente grave dans le service. J'en profite pour demander aux collègues où ils en sont sur les Covid. Il y avait déjà 19 patients Covid aux urgences. Voilà, donc on sent que la suite va être compliquée. Pour résumer, les semaines, enfin les jours qu'on suivi, ça a été effectivement un Tetris géant. On a passé les 3 unités rapidement au secteur Covid. On a eu les premières contaminations au sein du personnel, ce qui a mis une ambiance aussi particulière. Les infirmières commençaient à être en arrêt maladie. On a un collègue qui a même dû être hospitalisé. Pour le côté positif, il y a quand même un patient qu'on a réussi à extuber. C'est notre premier patient Covid extubé qui s'en est sorti. L'ARS a demandé de se mettre en plan maximaliste et de créer 1000 lits de réanimation. Vous voyez bien effectivement la difficulté de la création de ces lits. Je me souviens à ce moment-là, parce que c'était le printemps avec le changement d'heure, d'une journaliste qui disait en rigolant « ça tombe bien, c'est le changement d'heure ce week-end, on gagne 1 heure de confinement, donc loin de nos réalités terrain ». Alors, je vais faire une pause là, parce que je me mets à votre place. Et je me dis, pourquoi est-ce qu'elle nous bassine encore 3 ans après le Covid? Et surtout, quel rapport avec le thème de la soirée? Alors, pourquoi je vous ai parlé de ça et que je vous ai fait un peu vu le quotidien de médecin? Je trouvais que c'était intéressant de vous montrer le point d'arrivée pour mieux vous expliquer le point de départ et le cheminement que j'ai eu pour arriver à cet endroit-là. Alors, non, je ne suis pas née d'une boule, hein, vous reconnaissez la boule de Centrale. En revanche, je suis effectivement centralienne de la promo 2002. Donc, si vous pouvez éviter de faire les calculs, sachez que c'est le 21e siècle, quand même, déjà. Et donc, j'étais à votre place, il n'y a pas si longtemps, jeune et fraîche. Je vivais probablement les années les plus épanouissantes de ma vie. Et l'école ne m'a pas payé, pour vous dire ça. Et j'enviais mes camarades qui avaient déjà des idées très précises sur ce qu'ils voulaient faire après, notamment ceux qui voulaient faire de l'informatique, les collègues qui voulaient faire du génie civil, qui voulaient construire des ponts, des centrales nucléaires. Moi, j'avoue que je ne savais pas ce que je voulais faire après. Et j'avais l'impression que la formation qu'on avait à l'école nous permettait de toucher à tout, mais faisait de nous des experts en rien. Du coup, à la fin de la 3A, eh bien, je suis allée travailler chez les experts de ce domaine-là. Et donc, je suis rentrée consultante dans un cabinet en région parisienne, un grand cabinet de conseil. Et donc là, je n'ai pas été déçue, hein. J'ai effectivement touché à tout. Je me suis vraiment amusée. Donc, ça a été du marketing, de la communication, de la logistique, dans des grosses boîtes, des petites boîtes. Et je me suis vraiment amusée. J'avais cette petite voix quand même qui me disait « Super, tu t'amuses, c'est fun, c'est cool. T'apportes de la valeur à l'entreprise. » Ouais, boîte de conseil, on apporte de la valeur à l'entreprise. Est-ce que ça te suffit? Je me suis dit « Ok, on va réfléchir. Tu veux faire un truc un peu altruiste. J'aime bien le côté médical. » Donc, je me suis mis à faire du secourisme. Le côté bénévole, le côté adrénaline, très bien. Et au lieu de faire taire cette petite voix, c'est ça qui m'a vraiment excitée. Et en plus, je trouvais ça hyper frustrant parce que dès que ça devenait un peu intéressant, on passait ça aux médecins. Du coup, l'idée de faire médecine a commencé à germer dans ma petite tête, sachant que ce n'est pas des études évidentes à reprendre et un petit peu longues quand même, globalement. Donc, en bonne ingénieure, je me suis dit, très bien, je vais mettre un plan d'action en marche. Je vais me documenter. Donc, je me suis refait toutes les saisons d'urgence que je n'avais pas pu voir.
Je me suis dit, je vais aller voir le terrain pour pas idéaliser le truc. Donc j'ai assisté à quelques consultations, j'ai assisté à des chirurgies, je suis tombée dans les pommes à chaque fois. Et puis j'ai essayé de blinder quand même, c'est le cas de le dire, le côté financier, puisque n'étant pas millionnaire et plus chez papa-maman, les 10 ans d'études quasiment sous-payées, il fallait pouvoir effectivement les tenir. Difficile de prendre la décision. Ce qui m'a effectivement fait franchir le cap, c'est de raisonner par l'absurde, puisqu'on était formé à ça en prépa. C'était de me dire que je regretterais au moins de ne pas avoir essayé une fois de passer le concours de première année. Et du coup, fort de cette conviction, je me revois un beau matin, la boule au ventre, dans le bureau de mon chef, commencer à lui expliquer mon projet et lui demander un an de congé sans solde, pour avoir quand même ceinture et bretelles, au cas où ça ne passerait pas pour la première année. Donc je lui parle de mon projet, gros blanc. Il me regarde. Écoute, c'est un projet un peu fou, mais ok, vas-y, c'est bon. Et du coup, j'ai eu mon année de congé sans solde. Je me suis donc inscrite au concours de première année. Tout le monde lui disait c'est bon, t'as fait centrale, les concours, tu sais ce que c'est. Alors effectivement, hein, on sait ce que c'est qu'un concours, on s'est préparé, on sait gérer le stress d'un concours, sauf que c'est quand même très différent des études de médecine. J'aime raconter cette petite blague, enfin, une petite blagounette qui, je trouve, représente bien la différence de nos études, sans beaucoup plus d'explications derrière, donc je vous la livre. J'ai des étudiants. On a l'étudiant ingénieur, beau et frais. Nous avons le carabin, l'étudiant en médecine, et le prof. Le prof arrive, donne le dictionnaire et dit « il faut apprendre le dictionnaire ». Ok. Notre petit médecin étudiant dit « d'accord, c'est pour quand ?» Et l'étudiant ingénieur lui dit « ok, c'est pourquoi ?» Je trouve que ça explique vraiment bien les différences entre les deux types d'études que nous avons. Au final, il faut quand même apprendre le dictionnaire, hein, mais en tout cas, la mentalité est bien résumée là-dessus. Donc, j'ai eu la chance de passer effectivement le concours de première année, j'enclenche les années de l'externat, et j'arrive effectivement sur l'internat. Sur l'internat, on n'y pense pas souvent, mais du coup, on a sélectionné les petits poissons là en première année, qui savent tous bien travailler et qui ont une mémoire de fou furieux, et on les remet tous en compétition sur le dernier concours pour déterminer la spécialité et la ville des prochaines années pour l'internat. Donc c'est pas une partie de plaisir, c'est plutôt difficile. Moi j'avais en idée de spécialité, toujours dans cette logique de généraliste qui m'a poursuivie, qui me poursuit encore, d'être polyvalente, de ne pas être mono-organe, donc pas cardio, pas ophtalmo. Et je voulais notamment une spécialité dans laquelle on avait des résultats rapidement de nos actions. J'avais besoin de voir. J'avais été un peu frustrée par le conseil, où on n'avait pas les résultats forcément de ce qu'on proposait. Là, il me fallait des résultats concrets. Du coup, mon cœur balançait entre urgence et réanimation. Bon, il se trouve que le concours a choisi pour moi, parce qu'il y avait un certain classement à avoir. Et donc, je suis partie pour faire un internat d'urgentiste. Donc, j'ai fait mon internat d'urgentiste. Je suis arrivée vers la fin, où j'ai fait un stage en réanimation, où je me suis dit, c'est quand même quelque chose qui me plaît bien. J'ai fait en parallèle, parce qu'il faut s'amuser dans la vie, une spécialisation en médecine du sport. J'étais karatéka en compétition, je voulais approfondir ça. Et cette spécialité m'a permis d'accompagner l'équipe de France de karaté pendant 1 an. Je n'ai pas eu le temps de tout faire, donc je me suis arrêtée là-dessus. Donc cette spécialité de médecine du sport, et surtout, donc j'ai rebifurqué vers la réanimation. Encore un chemin détourné, mais du coup, effectivement, maintenant, je suis médecin réanimateur. Alors, si je vous explique tout ça aujourd'hui, et pour revenir au thème qu'on a effectivement de la soirée, pourquoi effectivement généraliste et alors, c'est que je pense qu'avec le recul, et c'est des messages que j'aurais aimé qu'on me donne quand j'étais à votre place en amphithéâtre, au lieu de me dire ouais, je ne sais pas ce que je vais faire, on a une formation qui est trop généraliste. En fait, je pense que notre formation nous donne une boîte à outils qui nous permet de tout faire. Et ça, c'est un cadeau extraordinaire. Et même plus qu'une boîte à outils, je pense qu'elle nous donne une paire d'ailes. C'est assez imagé, mais l'image est là. Je pense qu'on peut tout faire. Et vous avez la possibilité, enfin le monde est à vous, entre guillemets, et vous n'êtes pas non plus obligé d'en faire quelque chose. Vous avez la paire d'ailes, vous pouvez voler à l'horizontale, vous pouvez voler à la verticale, vous pouvez rester sur place, il n'y a pas de souci, je ne vais pas vous dire de sortir de votre zone de confort. Je vais juste vous dire que vous avez la paire d'ailes, vous avez ce super pouvoir invisible, vous pouvez tout faire. D'accord ? Et effectivement, à l'issue de cette formation, vous n'aurez pas une expertise précise, vous n'aurez pas, en tout cas j'ai l'impression qu'on n'aura pas un savoir-faire très pointu, mais vous aurez un savoir-être, vous allez être curieux, vous allez être adaptable, vous allez être polyvalent, et vous aurez cette paire d'ailes à la sortie de l'école qui vous permettra de tout faire.
Alors pour conclure, parce que je pense que mon temps va bientôt être dépassé, j'ai un message que j'aimerais vous transmettre et le take-home message que j'aimerais que vous gardiez de cette conférence, c'est surtout amusez-vous et soyez libre. Merci de votre attention.